Je m'appelle Quentin Lobé, je suis chercheur au CNRS et plus précisément je suis chargé de recherche au CAMS depuis un mois maintenant. Bien que ça faisait déjà un an que j'étais au CAMS en tant que postdoc précédemment. Et en fait, ça fait presque 6 ans ou 7 ans que je travaille avec des membres du CAMS depuis la fin de ma thèse en réalité. Je travaille maintenant, du coup, depuis que je suis chargé de recherche, je travaille sur ce qu'on appelle la morphogénèse du web. Ça paraît être un gros mot comme ça, mais en gros, ça consiste à étudier d'une part l'ensemble des évolutions des formes qu'a pris le web au cours de son histoire, et d'autre part, essayer de comprendre quels ont été les processus historiques, sociaux ou culturels qui sont à l'origine de ces formes. Et par forme, j'entends structure sociale, des communautés sur le web à l'intérieur d'un espace numérique donné, donc par exemple à l'intérieur d'une plateforme, et comprendre comment est-ce que cette alliance entre les structures sociales et les plateformes ont fait évoluer le paysage du web, la forme du web. Et en fait, il y a une vraie question autour de comment est-ce qu'on peut se représenter le web, comment est-ce qu'on peut représenter l'évolution du web sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc en gros, un petit peu contrairement à beaucoup de choses qui se font, beaucoup d'études qui se font aujourd'hui sur le web en sciences sociales computationnelles, où on va plutôt avoir tendance à regarder le web tel qu'il est maintenant, et voire essayer de comprendre s'il ne peut pas menacer le futur de nos sociétés. Moi, au contraire, je vais plutôt regarder le web du passé, je vais faire de l'archéologie ou de l'histoire du web, puisque je vais m'intéresser au web des années 90, au web des années 2000 et 2010, justement pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on en arrive au web que mes collègues étudient aujourd'hui, donc pour essayer d'apporter une profondeur historique à tout ça. Et en fait, ce travail un peu d'histoire ou d'archéologie du web, moi je le fais à partir de ce qu'on appelle des archives web. Imaginez qu'il y a des petits robots qui parcourent le web depuis le milieu des années 90 et qui se mettent à photographier en fait pas tous, mais en tout cas une grande partie des sites qui ont existé sur le web. Et ces photographies, qui sont en fait des fichiers informatiques, vont être stockés dans des bibliothèques nationales ou par des institutions ou des associations. La plus importante et la plus connue d'entre elles étant les Américains d'Internet Archive, mais en France on a l'INA et la BNF qui sont chargés depuis 2000 ou 2001 de mémoire, d'archiver le web ou d'archiver une partie du web, en tout cas le web français. Et du coup, moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'INA et maintenant je travaille beaucoup avec la BNF, justement, pour étudier ces plateformes, ces territoires oubliés du web qui aujourd'hui n'existent plus parce qu'ils ont potentiellement été effacés, abandonnés. Et donc pour ça, je vais utiliser beaucoup de masses de données, puis je vais faire tourner des modèles dessus, je vais essayer de modéliser ces comportements sociaux et essayer de comprendre toutes ces évolutions. Moi, je suis ingénieur en informatique, donc en fouille de données. Donc en fait, j'avais un petit peu cette appétence pour aller fouiller des grandes masses de données, du web. Et après un passage dans l'industrie qui était un peu décevant, je dois dire, je me suis tourné vers la recherche et j'ai fait une thèse en double direction, informatique et sociologie, une thèse qui était centrée sur l'étude des usages du web que faisaient les populations migrantes, donc certaines diasporas, notamment la diaspora marocaine, au tournant des années 2000 et 2010, puisque en gros tout ça s'articulait autour des travaux de ma co-directrice de thèse, Dana Diminescu, qui avait identifié qu'en fait les populations migrantes avaient été parmi les populations précurseurs dans leur usage novateur du web, au sens où en fait le web permettait à la fois via des forums, via des blogs, de conserver un lien avec le pays d'origine et de construire du lien avec le pays d'accueil, et donc d'être dans cette espèce de double connexion entre le pays qu'on quittait et le pays dans lequel on venait d'arriver. Et en fait, elle avait fait des études comme ça sur ces web diasporiques au tout début des années 2000, et elle avait eu cette idée de se dire « Ah, le web, en fait, c'est un environnement qui est hyper éphémère, où en fait, du jour au lendemain, ton blog peut être effacé, toi tu peux choisir de l'effacer, ou ta plateforme, prenons une plateforme de blog là, que je suis en train d'étudier en ce moment, Skyblog, du jour au lendemain, Skyblog, Skyblog a fermé en 2023 par exemple.
Et donc du coup, elle a eu l'idée d'aller voir des archivistes à l'INA qui ont archivé comme ça pendant une dizaine d'années tous ces sites qu'elle avait étudiés. Moi, ma thèse, c'était d'essayer de comprendre l'évolution de ces communautés-là. Ça, c'était la thèse. Et puis après, il y a eu 2 postdocs. Un premier postdoc avec David Chavalarias à l'Institut des systèmes complexes, qui était centré sur des questions de cartographie des connaissances. Donc là, l'idée, ça a été de travailler sur un objet qu'on appelait les philomémies. En gros, le truc, c'était de faire une sorte de généalogie des idées. Donc on est toujours dans des questions d'évolution à partir de grandes masses de données. Mais là, l'idée était de se dire, ok, on a un paysage sémantique donné, par exemple un champ de recherche scientifique, et on va essayer de représenter, de visualiser et de modéliser derrière la visualisation l'évolution de ce paysage sémantique, en fait, sous la forme d'un arbre de connaissances qui va être automatiquement généré par des scripts informatiques et des méthodes qu'on avait construits avec David. Donc ça, c'était assez intéressant parce que ça venait rajouter une notion d'évolution sémantique sur ces travaux d'évolution de structure sociale sur le web que j'avais fait pendant ma thèse. Et après mon postdoc à l'ISC, j'ai voulu remettre une couche de web en fait dans ma carrière et je suis allé rejoindre Camille Roth à Berlin qui, à cette époque, avait une équipe de sciences sociales computationnelles au centre Marc Bloch, travaillait sur la fragmentation des espaces numériques en ligne et notamment la fragmentation de communautés sur Twitter. Et après, je suis revenu à Paris, je suis revenu au CAMS et maintenant je peux enfin me plonger, je quitte le web du présent et je peux à nouveau retourner sur ces archives du web et ce web qui n'est plus. J'ai dit que je travaillais beaucoup avec la BNF, on travaille sur les skyblogs. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que sont les skyblogs, en fait c'était une plateforme de blog qui était très à la mode en France dans les années 2000 et 2010. Il y a eu quelque chose comme 36 millions de skyblogs qui ont été créés en 20 ans et Skyblog a fermé en 2023. Mais il n'a pas fermé en coupant soudainement le robinet des blogs. Les personnes qui tenaient Skyblog, et notamment le fondateur de Skyblog, s'est dit c'est quand même du patrimoine. Et en vrai, c'est vrai que c'est du patrimoine, c'est une richesse hyper importante, ne serait-ce que pour les sociologues, puisque en fait, quand on va regarder les skyblogs des années 2000 et 2010, on a une sorte de radiographie en fait, de la jeunesse française de cette époque, puisque autour de moi, tous mes amis en avaient un, moi j'en avais un, que l'on vive dans une grande ville ou à la campagne, comme c'était mon cas, donc c'est une matière historique. Skyblog est devenu une matière historique qui est hyper importante pour les chercheurs et les chercheuses aujourd'hui et j'imagine pour demain. Et donc en fait, il y a à peu près un tiers de ces 36 millions, donc 12 millions de skyblogs qui sont aujourd'hui archivés à la BNF. Et moi, je travaille sur ces skyblogs sur la question des migrations numériques. Donc toujours, si je remonte à cette question de la morphogénèse du web, donc comment est-ce qu'ont évolué les grandes formes sur le web, en fait, il faut savoir qu'on en sait très peu sur l'histoire du web et on a plutôt une image qui est un petit peu très binaire sur le web, une image de son évolution qui est très binaire, en cela qu'on va avoir tendance à croire que dès qu'une plateforme va arriver, elle va remplacer une autre plateforme et en fait les espaces socio-techniques sur le web en fait vont juste s'enchaîner les uns à la suite des autres et les utilisateurs, les utilisatrices de ces espaces vont simplement migrer comme ça dès qu'un espace plus innovant, plus performant va apparaître. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour le coup. Et donc, je me suis posé la question de où étaient partis les utilisateurs et les utilisatrices de Skyblog au moment, par exemple, de l'arrivée de Facebook ou de l'arrivée de Twitter. À essayer de voir si, comme ça, d'un seul homme ou d'une seule femme, ils se sont levés pour aller construire un compte Facebook. Donc, je me suis intéressé à ces départs. Et on s'est rendu compte, avec les collègues avec qui je travaillais, qu'il y avait à la fois effectivement un phénomène de départ vers Facebook, mais aussi un phénomène de migration interne au cours du temps au Skyblog, au sens où j'ai trouvé énormément de traces archivées de personnes qui allaient ouvrir un blog, puis le fermer, puis en ouvrir un second, et en ouvrir un troisième. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à cette époque-là, Skyblog participait à la constitution de ton identité quand tu étais adolescent ou adolescente, et en fait, à partir du moment où ton identité elle évoluait,
tu n'étais plus forcément lié au Skyblog je sais pas, qui parlait de ton manga préféré ou qui parlait de ta fanfiction de Twilight. Tu avais envie de changer de fanfiction, tu avais envie de changer de goût, ton groupe d'amis évoluait, donc tu allais créer un nouveau Skyblog et tu allais ensuite en créer un second. Et ça, c'est hyper intéressant, d'une part, pour comprendre la formation de l'identité adolescente dans les années 2000 et 2010, et d'autre part, puisque ça vient nuancer cette idée selon laquelle, dès qu'il y avait une nouvelle plateforme, les personnes venaient abandonner leur ancienne plateforme, puisqu'il y a des gens qui ont utilisé Skyblog jusqu'en 2023, avec cet enchaînement de blogs différents. Et donc ça nous apprend que l'histoire du web est beaucoup plus floue, beaucoup plus plastique que ce qu'on pourrait croire simplement en écoutant les personnes qui inventent ces plateformes, pour le coup.